Bienvenue dans l'événement du dimanche LCI, ravi de vous retrouver à 3 semaines des élections européennes. Nous recevons ce dimanche une nouvelle candidate, nouvelle tête de liste. Bonjour Marie Toussaint. Bonjour, merci de m'accueillir. Nouvelle tête de liste, en effet, je le disais, les écologistes. Merci d'avoir accepté notre invitation. 1 heure d'entretien avec à mes côtés pour vous interroger ce dimanche. Nicolas Domenac pour la partie politique et Pascal Perry pour la partie plus économique. Une émission, je vous le rappelle, à suivre sur tous les réseaux sociaux TF1 Info. Marie Toussaint, vous rentrez de Marseille, vous étiez hier en campagne, où vous avez lancé que l'écologie, ce n'est pas que pour les bobos. Cri du cœur, on abordera longuement votre programme, vos relations aussi avec vos partenaires ou peut-être vos ennemis à gauche. Mais d'abord, évoquons ensemble l'actualité et la situation en Nouvelle-Calédonie, nouvelle nuit de violence. Malgré tout, une situation un peu plus calme, avec l'arrivée de 600 gendarmes missionnés par l'État français pour reprendre notamment le contrôle de la route, 60 km entre l'aéroport et Nouméa, où les vols sont suspendus depuis mardi. Pour vous aussi, Marie Toussaint, le retour à l'ordre et au calme sur place est un préalable avant toute nouvelle négociation entre les parties prenantes ? Écoutez, ça dépend de la manière dont on prend les choses. Moi, je considère que le retour au calme ne sera durable que s'il y a un retour au dialogue. Et on a aujourd'hui une rupture totale de ce dialogue avec une méthode de discussion du gouvernement qui va à rebours des 40 années qu'on vient de passer et qui ont été extrêmement constructifs, et une rupture avec cette méthode-là et ce projet de loi sur le dégel du corps électoral qui a mis le feu dans un baril de poudre. Mais ça, on y reviendra, mais juste sur la situation explosive sur place. 6 morts quand même, et des forces de l'ordre attaquées également. Est-ce que, avant toute reprise de dialogue que vous appelez de vos souhaits, pardonnez-moi, est-ce qu'il faut que la situation se calme sur place avant cela? Mais bien sûr. Écoutez, vu la situation dans laquelle on était arrivé, il fallait rétablir le calme. Et puis on a perdu des vies de jeunes personnes, et il faut absolument éviter ça. Mais justement, pourquoi est-ce que je dis retour au dialogue et changement de méthode absolument urgent, absolument nécessaire? Eh bien, c'est parce que pour que ce calme soit durable, pour que les choses se passent bien, on a besoin de ce retour au dialogue. Encore une fois, la méthode brutale avec laquelle le gouvernement a mené les choses et les discussions avec les habitantes et les habitants de Nouvelle-Calédonie ces dernières années, eh bien cette méthode-là, elle n'a pas permis justement de maintenir ce calme. Donc on a besoin de changer de méthode. Gérald Darmanin, pour vous, est aussi responsable de cette situation. Alors non, pas le seul, il n'est pas le seul, mais écoutez, le dossier de la Nouvelle-Calédonie a toujours été entre les mains de Matignon. Le fait de le placer entre les mains de M. Darmanin était un camouflet en soi. M. Darmanin n'est pas la bonne personne pour mener ces négociations. Le dossier doit revenir entre les mains de Matignon. La deuxième des choses, c'est qu'il faut retirer cette loi. Il faut retirer ce texte, le temps de mettre en place le cadre d'un dialogue politique global qui s'occupe des questions économiques, des questions sociales, des questions culturelles, de la question du nickel aussi, qui est là au milieu et qui permet de revenir à un débat, à une construction républicaine. Sur la méthode, Nicolas. Le temps de retirer le texte, ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire au fond le temps qu'il faudra, c'est-à-dire à la limite des mois de discussion. On avait vu lors des accords de Matignon en 88 qu'il en avait fallu du temps et des conditions spécifiques pour y parvenir à un accord. Cette fois-ci, vous dites suspendons tout ce qui est prévu, parce que le président, il s'est quand même engagé à ce que le texte de la modification du corps électoral vienne devant le Congrès au mois de juin. Alors vous dites quoi? Je dis qu'il faut... Vous avez cité les accords de Nouméa et de Matignon. Il faut revenir à cet esprit de dialogue, quitte à ce que ça prenne du temps. Oui, je le dis et je l'assume. Pendant les 3 dernières années, la méthode du gouvernement a été mauvaise. En fait, on a donné quoi? On a donné le sentiment d'un État qui avait pris parti. Or, l'État français, et la France est suffisamment forte pour l'être, doit être impartial dans la gestion de la discussion du dialogue en Nouvelle-Calédonie. Et en quoi l'État n'a pas été impartial, selon vous? Est-ce que la nomination, par exemple, de Sonia Backès a pu semer le trouble chez certains sur place, qui dirige et qui a été membre du gouvernement également, est-ce que ça a pu participer peut-être à ce trouble-là, selon vous? Écoutez, moi je parle dans le cadre général. Si on en revient justement à ces accords de Nouméa de Matignon, qui prévoyaient 3 référendums. Le 3e référendum, souvenez-vous dans quelles conditions il s'est tenu? Il s'est tenu en période Covid, en période de deuil kanak, avec une demande des Kanaks de reporter ce vote pour qu'il soit, qu'il fonctionne, que tout le monde puisse y participer. Cela n'a pas été le cas. Cela n'a pas été le cas et ça a créé des conditions de tension. Puis il y a eu cette mise du dossier entre les mains de M. Darmanin, je vous le redis, qui était un camouflet en soi. Et puis aujourd'hui, ce vote du dégel
du corps électoral qui intervient dans quelles circonstances? Dans des circonstances qu'on n'avait jamais vues dans les 40 dernières années, c'est-à-dire que le dialogue sur place n'était pas terminé, que déjà ça passait à l'Assemblée nationale. Donc c'est ça qu'il faut changer. On a absolument besoin que ça change rapidement, que le président de la République change de méthode, qu'on en revienne à l'esprit des accords de Nouméa et de Matignon. Et j'ai eu l'occasion de dire, à l'époque de Michel Rocard, il y avait un homme qui avait joué un rôle particulièrement fort, c'était Edgar Pisani. Eh bien, on a besoin aujourd'hui, pour mener cette médiation, d'une personnalité républicaine, incontestable et incontournable. Vous pensez à quelqu'un en particulier ? Alors, le nom de Lionel Jospin a été cité, ça peut être quelqu'un d'autre, mais en tout cas, Lionel Jospin peut être une bonne idée. Mais on a besoin de remettre sur la table les conditions de ce dialogue constructif et qui prendra effectivement peut-être du temps, mais... Dans cette situation, c'est vrai que le caractère des hommes joue un rôle important. Il y a les idées, mais il y a aussi ceux qui les portent. Et vous citez Pisani, il y avait Chris Nart, Alain Boer, Jean-François Merle et quelques autres qui constituaient, Christian Blanc, le préfet, qui constituait une espèce de garde rapprochée. Bon, ça c'est à charge et à décharge. Et il y a deux légitimités dans cette affaire-là. Il y a une légitimité qui est celle des Kanaks qui disent, en substance, la coutume, on est là depuis 3000 ans. Et puis, vous avez une autre légitimité qui dit, il y a eu 3 référendums. Vous avez raison, le dernier, prêt à commentaire, à minima, à polémique. Mais il y en a eu 2 avant. 2 référendums pour dire, oui, nous voulons rester attachés à la République. Vous choisissez quelle option, vous ? Vous êtes plutôt du côté de la coutume ou de la légitimité démocratique ? Je vous l'ai dit, je suis du côté du dialogue. Et je pense là, il faut à un moment... Vous faites du en même temps. Je ne fais pas du en même temps. Ah, quand même. Non, vous savez, je suis métropolitaine et je considère, c'est ma position et c'est une position politique forte. Je considère que ce n'est pas à moi de décider à la place des habitantes et des habitants de Nouvelle-Calédonie de ce qu'ils veulent. Et moi, je crois, et j'ai peut-être la faiblesse de croire, que la France est un État suffisamment fort pour faire en sorte que ça se termine par le haut et non pas dans un bain de sang. Et quelqu'un qui serait né il y a 25 ans, comme vous, avec la même carte d'identité... Je suis un peu plus vieille que 25 ans, mais je vous remercie. Mais voilà, qui serait né il y a 25 ans, avec la même carte d'identité que vous, à Nouméa, ne peut pas voter. Vous trouvez ça normal ? Écoutez, je pense qu'en l'état, il ne faut pas changer, il ne faut pas dégeler le corps électoral. Mais pourquoi je dis ça ? Je ne dis pas jamais. Je ne dis évidemment pas jamais. Je dis nous avons besoin de créer les conditions d'un dialogue global. Je le répète, sur le dégel du corps électoral, sur les conditions économiques et sociales, la précarité très forte, en Nouvelle-Calédonie, en particulier dans le peuple kanak, la question du nickel, de la répartition des gains du nickel, de la façon dont on extrait ce nickel, c'est tout ça qu'il faut remettre sur la table. Et c'est ça que le gouvernement a oublié en voulant passer de force et de toute urgence, quelque part, ce dégel du corps électoral. Sur la méthode et les propos, Nicolas, oui. Oui, juste un point de précision. Vous évoquiez tout à l'heure une personnalité d'ampleur, de dimension importante pouvant servir de médiateur. Jospin, 86 ans, Lionel Jospin quand même. Vous écartez Édouard Philippe, ancien Premier ministre, qui était encore en Nouvelle-Calédonie il y a quelques semaines et qui a un bon contact quand même. Ça serait une occasion pour lui, au fond, et pour la France, pourquoi pas, pour la Nouvelle-Calédonie, jouer un rôle. Non, mais est-ce que vous... Voilà, mais ce que je constate, c'est que les propos que je tiens aujourd'hui, ce sont des propos relativement proches de ceux tenus par 3 premiers ministres, Monsieur Philippe, Monsieur Ayrault, Monsieur Valls, qui ont alerté sur la mauvaise gestion de ce dossier par le gouvernement et par Monsieur Macron. Donc pourquoi pas ? J'ai envie de vous dire pourquoi pas. Ce que je demande, c'est une personnalité républicaine incontestable. Vous souhaitez qu'on reste dans cette région ? La question est très directe. D'abord, est-ce que pour vous c'est une situation coloniale ? Premier point. Deuxième point, on voit bien que le monde est plutôt indo-pacifique. Bon, il y a la Réunion, d'un côté, dans l'océan Indien, la Nouvelle-Calédonie, dans l'océan Pacifique. On sait que les Chinois sont pas très loin. Il y a des contacts entre le FLNKS et la Chine, notamment. À quel prix doit-on rester dans cette région, pour vous ? Mais écoutez, alors, d'abord... Est-ce qu'on doit y rester ? D'abord, premier point. La question revient aux mains du peuple néo-calédonien. Je vais répondre à votre question. Si les mots ont un sens, eh bien, oui, la France a colonisé la Nouvelle-Calédonie. Ça a été une colonie. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, la France est suffisamment forte, est un État suffisamment fort pour savoir en sortir par le haut, plutôt que dans un bain de sang. Nous devons nous mettre en capacité de répondre à cette question de façon, là encore, républicaine. Est-ce que, du coup, nous devons être dans la région ? Ça peut se traduire de beaucoup de manières différentes. Sur la question de la Nouvelle-Calédonie et de est-ce que la Nouvelle-Calédonie doit rester française ?
j'en reviens aux accords de Nouméa et de Matignon, c'est à la population néo-calédonienne de le décider. C'est prononcé. Est-ce qu'on doit être vigilant à la présence de la Chine, à l'impérialisme du régime chinois dans la région? C'est une évidence absolue. Et en ça, notre présence en Nouvelle-Calédonie est indispensable. C'est là aussi votre position, une garantie en tout cas. Mais pas nécessairement, mais moi, je ne veux pas vous redire ce que je vous ai déjà dit. Alors, c'est aux Néo-Calédoniens de décider. Pour éviter une répétition, vous seriez favorable à un statut d'une forme d'autonomie très avancée ? On ne parlerait plus d'indépendance. Je suis favorable à ce que... On va encore plus loin que l'article 73 de la Constitution. Je suis absolument favorable à ce que cette question du statut fasse partie des discussions. Et vous savez, on est en train de changer le statut de la Corse. Je leur souhaite d'ailleurs aux Corses que cette discussion aille au bout. Donc ce n'est pas impossible. On doit pouvoir encore faire évoluer notre Constitution et trouver les statuts qui correspondent aux situations et aux aspirations des personnes qui habitent sur les territoires. Aller jusque-là, par exemple ? Mais tout doit pouvoir être sur la table. D'accord. Marie Toussaint, abordons à présent une situation qui inquiète. Le Premier ministre Gabriel Attal s'est exprimé sur le sujet en évoquant une hausse de 300% des actes antisémites en France, notamment depuis le 7 octobre, des actes qui ont donc explosé avec l'incendie d'une synagogue à Rouen cette semaine, le mur des Justes à Paris tagué. On apprend ce matin qu'à Marseille, la promenade consacrée à Pierre Mendès France a aussi été taguée. Comment vous voyez cette explosion des actes antisémites ? La parole politique, les condamnations ne semblent clairement plus suffire. Ça, c'est une réalité aussi. Oui, et c'est terrible. Et c'est terrible. Et c'est vrai qu'on est dans une situation dans laquelle aujourd'hui les Juifs et les Juives de France se sentent isolés, se sentent très seuls. Ils se demandent qui va les défendre justement quand on a cette explosion d'actes antisémites, d'ailleurs de plus en plus manifestes et violents. Ils se demandent qui va défendre leur sécurité, parfois, qui va défendre leur liberté de culte. Et donc je veux leur dire que je suis à leur côté, qu'ils ne sont pas seuls, que les écologistes, mais que je pense tous les républicaines et les républicains doivent être à leur côté aujourd'hui. Nous ne devons accepter aucun acte d'antisémitisme. Mais ça ne semble pas suffire. Il y a effectivement les paroles, il y a les actes, ça ne semble pas suffire. Bien sûr. C'est un déferlement. Il faut continuer, il faut être d'une vigilance extrême sur ces actes d'antisémitisme, il faut les condamner à chaque fois. Et puis, il faut travailler. Vous savez, il y a eu des demandes de parents, d'associations, etc., pour dire, en fait, à l'école, par exemple, on enseigne l'antisémitisme en enseignant la Shoah ou des actes d'antisémitisme qui se sont passés dans le passé. Et puis, on oublie d'enseigner, de sensibiliser aux formes que peut revêtir l'antisémitisme aujourd'hui. Je pense qu'on a encore beaucoup de travail et que ce travail est absolument indispensable à mener. Nicolas ? Oui, alors vous dites qu'il faut être vigilant, mais les partis de gauche avaient traditionnellement une responsabilité importante de faire barrage, il y a une responsabilité politique essentielle même. Il semble que ce soit plus le cas, en tout cas des insoumis, qui ont pris des positions après le pogrom du 7 octobre, visant au fond sinon à banaliser du moins les actes commis, en tout cas à les tolérer, au fond même pour certains d'entre eux à considérer le Hamas comme un mouvement de résistance. Et plus récemment, on voit aussi que la numéro 7, Rima Hassan de la liste, publie des tweets comme celle où on voit le drapeau de la Palestine, avec ces commentaires, il était là avant vous, il sera là après vous, ce qui est une façon de, pour le moins ambiguë, mais interprétée par nombre d'internautes comme les Juifs dehors. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette attitude ? Est-ce qu'il n'y a pas au minimum un manque de responsabilité politique des Insoumis ? Écoutez, moi je veux le redire, parce que j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais on ne badine pas avec l'antisémitisme. Et il faut avoir une vigilance et une clarté permanente sur ce sujet-là. Et c'est important, du fait notamment de la recrudescence de ces actes d'antisémitisme et du sentiment de mal-être qu'ont un certain nombre de Juifs et de Juives de France. Maintenant, moi, ce que j'ai reproché à la France Insoumise, si j'ai quelque chose à leur reprocher, c'est de jeter de l'huile sur le feu. Et en particulier à Jean-Luc Mélenchon, de sombrer trop souvent dans cette facilité qui consiste à ajouter de l'invective à l'invective, du chaos au chaos, ce qui ne permet pas le débat serein et posé dont on a pourtant besoin sur ce sujet-là, comme d'ailleurs sur d'autres. Mais vous diriez que la France Insoumise aujourd'hui est antisémite, comme certains commentateurs, philosophes le disent et l'affirment ? Non, je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas, mais je dis
Par contre, que brutaliser en permanence le débat public n'est pas la solution quand on est dans un tel moment de tension au sein de la société, ces tensions qu'on voit s'exprimer en permanence. Et donc, je regrette cette brutalisation de la vie politique et en particulier, la façon dont Jean-Luc Mélenchon mène les sujets. On peut se souvenir de la façon dont il a comparé un président d'université, président de l'université de Lille, au grand ordonnateur de la solution finale. Je pense que ça, ce n'est pas ce qu'il nous faut faire, et notamment pas à gauche. Il ne s'agit pas de notre responsabilité, en particulier de Républicains, et il faut absolument éviter ce genre de comparaison, ce genre de tournure, et encore une fois d'ajouter du chaos. Ce qui fait que vous ne pourriez pas retravailler aujourd'hui en l'état avec la France insoumise. Écoutez, on est à gauche dans une forme de partenariat, de coopération. Moi, ce à quoi j'appelle effectivement, c'est à la France insoumise, et encore une fois à M. Mélenchon en particulier, de cesser cette brutalisation et de cesser cette division à gauche qu'il est en train de créer avec ces méthodes et ce type de propos. Les qualités de M. Mélenchon sont bien mieux utilisées quand ils sont utilisés pour réunir la gauche que pour la diviser. Nicolas ? Quand on voit le déferlement de propos haineux sur Internet, je vais au-delà là, des insoumis, on se dit, comme d'ailleurs le président du CRIF, Jonathan Arfi, on se dit qu'on n'a plus les moyens pour y faire face, les moyens juridiques, les moyens législatifs, réglementaires. Vous n'avez pas de suggestions à faire là-dessus pour, au fond, essayer de contrer, de faire barrage à ce déferlement ? Si j'avais une baguette magique, ça se saurait. Mais vous parlez de déferlement de haine sur les réseaux sociaux et je vous l'accorde, personnellement sur mes réseaux sociaux aussi, je fais l'objet de descentes, notamment de néofascistes, pour le dire très clairement, qui viennent souvent avec des comptes anonymes jeter des vérités, parfois scientifiques, en pâture, insulter, commenter, une fois sur le physique, une fois sur les propos qui sont tenus, nous insultant de bêtes, etc. Ce harcèlement en ligne, on le voit depuis longtemps et pourtant il ne cesse de proliférer. Et donc on doit prendre les mesures suffisantes pour lutter contre ce harcèlement en ligne. Et je veux insister sur l'importance de cette lutte contre le harcèlement en ligne et les violences en ligne, parce qu'il y a une forme de continuité entre ce qui se passe en ligne et ce que finalement on retrouve sur le terrain. Et là, ce n'est pas les questions que vous me posez là, mais on a vu aussi les violences dans les écoles ces derniers temps. C'est absolument désespérant, désastreux. Nos enfants doivent pouvoir aller à l'école et que l'école soit sanctuarisée, qu'ils n'y risquent pas leur vie ou leur santé. Que l'anonymisation permet tout, finalement. En tout cas, certains peuvent le penser. Et donc on a besoin d'agir d'autant plus résolument sur les réseaux sociaux. La juriste que vous êtes, cette proposition peut-être, Pascal ? Oui, alors ce matin, Xavier Bertrand dit d'un raisonnement, l'antisionisme accueille souvent l'antisémitisme. Enfin, c'est son faux nez. Et donc, il faut interdire aujourd'hui l'antisionisme, le poursuivre. Qu'en pensez-vous ? Je ne sais pas exactement ce que Xavier Bertrand veut dire, mais si je comprends bien ce qu'il sous-entend, il dirait que on ne peut pas défendre une solution à deux États. Je vais au bout, je caricature, je vais au bout. Mais que la question, défendre une solution à deux États et donc demander la reconnaissance de l'État palestinien, par exemple, serait nourrir l'antisémitisme en France. C'est faux. Et je pense qu'il faut éviter de telles confusions. On a une situation en France où on a des Juifs et des Juifs de France, je le redis, qui disent, et selon les chiffres avec raison, qu'ils ont peur et qu'ils se sentent mal à l'aise, et on a de l'autre côté un conflit qu'il ne faut surtout pas importer ici. Et évidemment, mais c'est malheureux, et il ne faut pas le faire. Voilà. Et donc les propos de M. Bertrand, je les condamne, et sa proposition, je dis non. On doit pouvoir défendre une paix juste et durable entre Israël et la Palestine sans être accusé d'antisémitisme ici en France. Marie Toussaint, parce qu'il faut qu'on avance, et on va parler notamment de la situation internationale. Votre proposition est la création d'une armée européenne, mais avant d'en venir à cela, des propos qui nous ont un peu interpellés dans ce cadre-là, d'un contexte, on peut dire, d'hyperviolence, notamment de la jeunesse. Gabriel Attal a reçu tous les chefs de parti pour faire des annonces sur l'autorité notamment. Vous avez dit qu'on est dans une société dans laquelle il y a un trop-plein de violence, ça vous le constatez. C'est pour cela que je propose un horizon de douceur face à cette violence. Des mots qui ont suscité parfois raillerie, parfois moquerie. Est-ce que c'est comme cela, vous comptez résoudre cette question-là ? La douceur, oui, mais est-ce que c'est suffisant ?
Mais bien sûr, je prône un horizon de douceur. Je prône un horizon de douceur parce que je veux que la vie soit plus juste, soit plus douce pour des millions de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Vous parlez de violence. La violence, elle est multiple. Oui. C'est la violence dont on vient de parler sur les réseaux sociaux, les anonymes, actes d'antisémitisme, et puis ce qui les actes de haine, les violences contre les personnes LGBT ont elles aussi augmenté et c'est absolument malheureux. Donc oui, je veux un horizon de douceur pour toutes ces personnes-là. Je veux aussi un horizon de douceur pour toutes les personnes qui souffrent d'une extrême précarité. On a vu les files devant les banques alimentaires s'allonger et sans que rien ne vieille vraiment structurellement y répondre. On voit ces familles qui ont de plus en plus de mal à boucler leur fin de mois, des enfants qui sont en grande difficulté. Et donc oui, je pense que plutôt, là aussi, que de rajouter de la violence à la violence, de la stigmatisation à la stigmatisation, comme le fait M. Attal en matraquant les chômeurs, les familles et les personnes les plus modestes, eh bien, il faut offrir un autre horizon. Et cet horizon, ce n'est pas de la faiblesse, comme certains ont pu le penser, c'est au contraire un combat. La douceur, c'est ce qui résiste quand tout le reste sombre dans le chaos. Venons-en en effet à la situation internationale. Moi, je vais vous parler de l'alliance des méchants. Et c'est plutôt la dureté, là. Regardez la scène internationale. Aux États-Unis, un climat de tension au moment des élections, avant les élections, mais surtout, Poutine et Xi se rencontrent cette semaine, passent des accords commerciaux, vraisemblablement militaires secrets, avec la Corée du Nord, l'Iran. Est-ce que, malgré s'accordent aussi pour récupérer le gaz et le pétrole qui se logent sous les glaces des pôles qui sont en train de fondre? Alors ça, c'est une information tout à fait récente. On découvre en effet des gisements. Et il y a des régions qui sont protégées, qui doivent le rester d'ailleurs, parce que c'est l'équilibre climatique qui est en jeu. Mais ça, ils s'en moquent. Donc, si vous voulez, ils sont à l'inverse de la douceur. Est-ce que malgré tout, le pacifisme, vous êtes les enfants naturels du pacifisme, les écologistes, est-ce que c'est pas d'une certaine façon un ticket donné au plus fort, et puisque vous aimez les mots comme douceur, au plus dur? Eh bien non, absolument pas. Et je viens de dire que la douceur, c'était ce qui résiste quand tout le reste sombre dans le chaos, que c'est une force et une puissance. Être pacifiste, rechercher la paix, ce n'est pas seulement rechercher la paix contre la guerre, la paix contre l'oppression des minorités, que ce soit en Chine ou en Russie. Ce n'est pas seulement défendre la démocratie contre ces régimes qui sont des dictatures, mais c'est aussi le seul horizon réaliste. Sinon, demain, c'est quoi? C'est la guerre de tous contre chacun. C'est justement cette guerre des grandes puissances les unes contre les autres, à coups d'armes traditionnelles par-ci, d'armes nucléaires par-là. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être l'horizon que l'on souhaite. Et donc, défendre la paix aujourd'hui, ça demande d'autant plus de force, de résolution, de détermination, de stratégie politique aussi. Et donc, ça n'empêche en rien d'être dur, mais dur sur la défense d'un horizon de paix. Les Ukrainiens devraient être pacifistes, par exemple? Mais je pense que les Ukrainiens le sont. Je pense que les Ukrainiens le sont. Ils se défendent, non? Eh bien, ils se défendent, mais être pacifique, vous savez, ce n'est pas baisser les bras face à l'oppresseur. C'est défendre la paix, défendre l'intégrité des peuples, l'intégrité des frontières, l'intégrité des territoires. Être pacifiste, c'est prôner le respect mutuel, et donc ce n'est pas se laisser marcher dessus. Qu'est-ce que vous dites, votre commentaire, quant à un non pour une trêve olympique de Volodymyr Zelensky et un non-retour de Vladimir Poutine? Emmanuel Macron l'appelait pendant les Jeux olympiques que la guerre s'arrête, si c'était imaginable. Quel est votre commentaire là-dessus? C'est impossible? Que la guerre s'arrête pendant les Jeux olympiques? Écoutez, moi j'aimerais que la guerre s'arrête. J'aimerais que la guerre s'arrête, et j'aimerais qu'elle s'arrête et que l'intégrité de l'Ukraine soit respectée. Alors, je suis en train de lire la citation parce que je ne l'avais pas lue encore. Il s'adresse directement au chef de l'État en lui disant qu'on ne peut pas y croire. Oui, il dit qu'il ne peut pas y croire. Et est-ce que vous croyez-vous que Vladimir Poutine va s'arrêter et va attendre que ça passe? Moi, je ne le crois pas non plus. Vous nous avez dit il y a 2 minutes qu'il fallait être pacifiste, mais vous nous dites maintenant que Poutine ne s'arrêtera pas. Je ne comprends pas, là. J'arrive pas. Mais c'est pas moi qui décide. Je ne suis pas dans la tête de ce fou du Kremlin. Pardon, mais je n'ai pas je ne suis pas responsable des volontés, des velléités impérialistes de Vladimir Poutine. Je ne suis pas responsable de la terreur qu'il fait semer sur ses opposantes et ses opposants politiques. Donc je ne décide pas à sa place. Évidemment, je veux que Vladimir Poutine s'arrête. Évidemment, je veux qu'il revienne dans les frontières de la Russie. Je comprends M. Zelensky quand il dit qu'il doute de la vérité, de la véracité, de la sincérité de Vladimir Poutine, qu'il a d'ailleurs pas lui-même exprimé, pour vouloir cette trêve et mettre fin à cette guerre. Retour dans l'événement du dimanche LCI, toujours avec notre invitée, la tête de liste écologiste Marie Toussaint. Vous étiez, je le rappelais, à Marseille hier, avec ce cri du cœur: l'écologiste n'est pas que pour les bobos, l'écologie ne se fera pas
sans justice sociale. 4e thème prioritaire chez les Français, sujet prioritaire de la campagne, mais c'est le droit de suite de Nicolas. Alors écoutez, il y a quand même un paradoxe étonnant. Vous avez été, les écologistes, parmi au fond les prophètes les mieux inspirés. Vous avez annoncé des tas de choses catastrophiques qui se sont produites. Et en même temps, politiquement, vous n'en profitez rien. Pourtant, vous avez eu des candidats qui ont fait des bons scores précédemment. On se souvient, Daniel Cohn-Bendit en 2009, 16,5%. Et puis ensuite, Yannick Jadot, 13,5%. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, vous avez accusé les lobbies industriels de vous avoir collé une caricature. Enfin, vous avez sans doute une part de responsabilité pour qu'elle vous ait collé si facilement à la peau, au destin politique, cette caricature. Quelle autre explication un peu plus consistante vous pourriez donner? Est-ce que font trop de sectarisme à un moment? Est-ce que trop d'éloignement du populaire, si j'ose dire? Qu'est-ce que vous diriez? Non, pas trop d'éloignement du populaire. Non, mais les sondages sont pas bons, je ne vais pas vous dire le contraire. C'est pour ça que j'appelle à la mobilisation, à la remobilisation des Françaises et des Français pour l'écologie. Bon, je rappelle qu'on a toujours eu de meilleurs résultats lors des élections qu'on a été sondés dans les élections européennes. Donc, mon objectif, c'est vraiment d'aller convaincre chacune et chacune qu'il faut avancer. Avec un point, si vous me permettez de précision, quand même, ce qui est plus inquiétant pour vous, vous allez peut-être me démentir, c'est que la sûreté du choix de vos électeurs est la plus faible de toutes les familles politiques. Donc, vous avez une grande inquiétude. Alors, elle est assez faible à gauche. En fait, les seuls qui sont à peu près sûrs de leur choix, c'est l'extrême droite. Mais justement, moi, je ne me résous pas à voir l'extrême droite gagner du terrain en France, mais je veux le dire vraiment partout en Europe. Et c'est ce sur quoi je veux attirer l'attention. Oui, j'ai parlé des lobbies industriels, mais j'ai aussi parlé des droites, des extrêmes droites qui ne cessent de mener contre l'écologie, mais contre les politiques de protection de l'environnement, des campagnes de dénigrement, souvent sont fondées sur des fake news. On l'a vu à plusieurs reprises dans l'examen des textes au Parlement européen ces derniers mois. On a vu l'impact des lobbies, les droites, extrêmes droites, reprendre mot pour mot les amendements déposés sur la table par les lobbies pour détruire les législations et les ambitions de protection de l'environnement. Vous avez quoi précisément en tête Eh bien, par exemple, sur la législation sur les emballages, on a vu Lactalis ou McDonald's fournir, tout frais payé, des amendements qui ont été déposés tels quels, tant et si bien qu'une enquête a été diligentée au Parlement européen. Et puis on a vu pendant la crise agricole, et on le voit aujourd'hui avec le gouvernement français, comme on l'a vu avec la majorité politique, les conservateurs, les libéraux et même les socialistes au niveau européen, on voit que quand il y a un problème de revenus des agriculteurs, de capacité des agriculteurs et des agricultrices à vivre dignement de leur travail. Pourquoi? Du fait d'un modèle économique qui ne tient pas, qui est injuste, une PAC injuste, un modèle de libre-échange qui met en concurrence les paysans d'ici avec les paysans d'ailleurs. Hors de question de changer ce modèle économique. Ce qu'il faut jeter à la poubelle, ce sont les législations de protection de l'environnement qui pourtant sont celles-là même qui nous protègent, y compris les paysannes et les paysans qui sont les premières victimes des pesticides et d'un modèle dans lequel ils ont totalement été enfermés. Est-ce qu'il faudra en arriver un jour, allons au fond, est-ce qu'il faudra en arriver un jour à la contrainte? À la contrainte sur quoi? La contrainte sur les Françaises et les Français. Dites-le clairement. Il ne faudra plus prendre l'avion, il ne faudra plus rouler en voiture. Mais je vais vous répondre. Non mais vous voyez ce que je veux dire. Et je vous pose sincèrement cette question parce que j'ai pas la réponse. J'en ai assez d'une majorité politique, sous influence parfois de l'extrême droite, de plus en plus d'ailleurs, d'une majorité politique qui ne change pas le modèle économique, qui refuse de rendre ce modèle économique plus juste pour chacune et chacun, et qui, de fait, par volonté de protéger les puissances économiques les plus fortes, impose des normes aux Françaises et aux Français. Ce ne sont pas les écologistes qui imposent des normes aux Françaises et aux Français. Nous, ce qu'on demande, c'est de la contrainte, c'est des normes, mais sur qui? Sur Total Énergie, qui a une stratégie industriel de déploiement qui va nuire et continuer à détruire la planète et engranger des profits sur la destruction de la planète. Patrick Pouyanné la semaine dernière, parce que pendant qu'on parle des sondages ici, Patrick Pouyanné la semaine dernière est allé avec ses amis des firmes du Qatar pour dire il faut continuer à exploiter du gaz naturel liquéfié pendant longtemps. Il faut bien que les gens comprennent que ça nous mène à la destruction de la planète, que tous les scientifiques nous appellent à ne plus ouvrir un seul puits de charbon, de pétrole, mais aussi ça fait partie de vos propositions d'ailleurs. Créer un fonds européen. Exactement. Moi, je veux que ça s'arrête et je refuse qu'on soit dans le laisser-faire et je veux un fonds de souveraineté écologique européen. Je veux qu'on devienne actionnaire majoritaire de ces entreprises qui refusent de jouer les jeux pour les obliger à désinvestir des énergies fossiles et à tout miser dans les énergies renouvelables. C'est absolument vital. Sur le charbon, ce sont nos voisins allemands, la coalition dans laquelle se trouvent des écologistes qui, ayant refusé le nucléaire,
sont obligés de rouvrir les mines à charbon. Les écologistes se battent pour sortir le plus vite possible du charbon en Allemagne. Ils ont obtenu pas mal de victoires, ils ont rapproché le calendrier, et donc je ne vous laisserai pas dire que c'est à cause des écologistes qu'il y a encore du charbon. Choix. Non. C'est leur choix. Mais c'est pas à cause des écologistes. Donc, la faute à vous voyez, vous faites comme les autres. Vous faites comme les autres. Vous dites c'est la faute des écolos. Non, quand on vous pose une question, ça va commencer à bien faire. Les écologistes se sont toujours battus contre le charbon. Les écologistes se sont toujours battus pour sortir du gaz. Mais sur l'écologie politique que vous incarnez en étant tête de liste, vous dites par exemple sur la crise agricole que l'on a traversée, c'est pas nous qui avons imposé les normes. Force est de constater que quand même durant cette crise, les écologistes ont été pointés du doigt comme les grands responsables qui ont imposé aux agriculteurs. Oui. La faute à qui? La faute à quoi? C'est le message peut-être qui n'est pas suffisamment bien passé? Écoutez, je vais dire une chose, mais j'aimerais en dire une deuxième juste derrière, si vous me permettez de le faire. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui refusent de changer de modèle pointent du doigt les écologistes, alors que nous ne sommes pas responsables des malheurs du monde actuel, ni de la précarité de la population, ni de la précarité des agriculteurs et des agricultrices, ni du fait qu'un nombre croissant de personnes ait des difficultés d'accès à l'alimentation quand il y a un gaspillage alimentaire stupéfiant et que les paysannes et les paysans n'arrivent pas à vivre dignement de leur travail. Donc nous n'en sommes pas responsables. Par contre, je veux dire aussi que vu l'état désastreux du dérèglement climatique. Le dérèglement climatique va plus vite que toutes les alertes des scientifiques. On voit les feux de forêt, on voit les inondations à répétition. Encore une fois, les maisons qui en Meurthe-et-Moselle, en Moselle ce week-end. Les fissures. 44 degrés à l'hôpital, au CHU de Bordeaux, chez moi, l'été dernier. Vous vous rendez compte de la situation. Et donc, il va falloir changer les choses. Et donc, il va falloir s'adapter. Et donc, oui, il va falloir sortir des méga-élevages, des méga-fermes-usines, pour le bien-être animal comme pour le climat. Il va falloir changer notre manière d'appréhender la question de l'eau. Tout ce que le gouvernement est en train de vider, de sortir de la législation française dans le cadre de l'examen de la loi d'orientation agricole. Il va falloir changer beaucoup de choses. On va être obligé. Et sur les pesticides, c'est pareil. Les pesticides, elles portent atteinte à la santé, je l'ai déjà dit. Elles portent aussi atteinte aux vivants. Elles sont responsables en grande partie de l'extinction de la biodiversité, des oiseaux des champs, des insectes, des vers de terre qui sont absolument indispensables à la vie. Et donc, on va devoir changer de modèle. Et donc, pour ça, on a besoin de quoi? Eh bien, je le dis et je le répéterai, et ça se joue notamment au niveau européen, parce que c'est là que s'élabore la PAC, comme la politique commerciale de l'Union. On a besoin de changer de modèle économique. La PAC, plus juste, plus verte. On a besoin de sortir des accords de libre-échange pour aller vers le juste commerce. On a besoin d'encadrer les marges de la distribution et de l'agroalimentaire. Deuxième chose, on a besoin de visibilité pour les paysannes et les paysans sur leurs revenus dans le cadre de la transition. On ne peut pas se lancer dans la transformation de ces entrepôts, de ces méthodes d'élevage, dans la sortie des pesticides quand on n'y voit pas clair, quand on ne sait pas combien de sous on va gagner dans l'année, mais même dans le mois. Et donc on a besoin de cette visibilité, et je réclame une visibilité à 3 ans pour que toutes les paysannes et les paysans puissent changer de modèle. Revenus, et puis exemple. Exactement. Et ça va avec un plan d'investissement, on l'a calculé ce plan d'investissement, c'est 44 milliards d'euros d'argent public supplémentaire par an à l'échelle européenne pour accompagner les agriculteurs et les agricultrices. Et puis, on a besoin de nouvelles protections sociales. Parce que les paysannes et les paysans sont, encore une fois, en première ligne face à ces aléas climatiques. Quand il y a une floraison précoce et puis les épisodes de gel qui arrivent après, quand il y a trop d'eau ou pas assez, comme dans les Pyrénées-Orientales, quand on a les flammes qui viennent balayer les vignes, eh bien on perd ses récoltes. Ça, ce n'est pas possible et on a besoin d'inventer les nouvelles protections sociales dont on a besoin dans ce 21e siècle, qui est celui du dérèglement climatique. Marie Toussaint, votre objectif dans ce dérèglement climatique, c'est la neutralité carbone d'ici 2040, dans 15 ans. Est-ce vraiment réaliste? On en parle et c'est le chiffre de Péril. Alors, je vais vous donner, Marie Toussaint, 3 chiffres pour le prix d'un sur le rendement des ENR. Une installation photovoltaïque, elle fonctionne 1300 heures par an. Ça fait 54 jours. Des éoliennes terrestres, 2200 heures, ça fait 91 jours. Et des éoliennes en mer, un peu plus, c'est 3000 heures par an, ça fait 125 jours. Comment fait-on en dehors de ces journées de production quand on est à 100% en ENR? Il faut trouver des solutions. Il faut trouver des solutions. Mais comme je vois où vous voulez en venir, je vais vous répondre d'abord par d'autres chiffres que les vôtres. Désolé, mais c'est la bataille des chiffres. C'est ceux du professeur, je vous donne la source peut-être. Allez-y. C'est ceux du professeur Rémi Prudhomme, qui est agrégé d'économie assez incontestable, c'est pas les miens.
J'en doute pas, j'imagine que vous ne sortez pas des chiffres de votre chapeau comme ça. Non, mais je veux d'abord vous dire une chose. Quelle est la capacité de production des énergies renouvelables pour atteindre cette neutralité carbone en 2040, comme nous le recommandent les scientifiques pour tenir l'accord de Paris, hein. Je me base aussi sur les estimations des scientifiques. Donc, quelle est notre capacité en termes de vitesse, de rapidité et en plus de sûreté dans les coûts et le déploiement des infrastructures? Je vous compare les énergies renouvelables avec le PR de Flamanville. Le PR de Flamanville, avec ses retards et ses milliards partout, eh bien, en France, dans le même temps, on a produit une quantité d'énergie renouvelable équivalente à 7 EPR. Au niveau européen, à 74 EPR. Et donc, les énergies renouvelables, ça se développe beaucoup plus vite. Maintenant, vous me posez la question... Mais c'est pas suffisant, puisque ça n'est pas pilotable. C'est ça, la problématique. Vous me posez la question de l'intermittence. Oui, c'est ça. De l'intermittence. On a besoin de trouver des solutions. Mais ces solutions, elles existent. On a des méthodes de stockage. On a l'hydrogène, mais je précise quand même qu'il faut de l'hydrogène issu des énergies renouvelables. Mais c'est tout à fait possible. Vous parlez de l'hydrogène vert. Je parle d'hydrogène vert. Parce qu'il y en a du gris et du bleu. Oui, c'est ça. Oui, il y en a toutes les couleurs. C'est pour ça que j'ai dit issu d'énergie renouvelable. Oui, voilà, comme ça c'est clair pour tout le monde, même pour ceux qui ne connaissent pas les nuances entre l'hydrogène vert, bleu, gris. Et on ne sait pas encore le produire en France, et malheureusement, quand nos voisins belges. Et il faut y aller. Et il faut absolument investir. Mais bien sûr, mais il faut absolument investir. On a besoin d'investir. Et c'est le problème de l'Europe, mais en particulier de la France, que de n'avoir pas assez investi dans les énergies renouvelables. Donc le gouvernement a bon dos d'aller à Fécamp et dire on ouvre un méga parc d'éoliennes en mer. C'est très bien qu'il y ait ce parc d'éoliennes en mer, mais on a besoin d'aller beaucoup plus vite. La France est le seul pays européen qui n'a pas tenu ses objectifs d'énergie renouvelable. Il faut que ça cesse, il faut qu'on mette les moyens. Et puis, je finis quand même en disant que ça demande aussi une politique de sobriété. Et quels que soient les scénarios qu'on prend, ceux que nous, les Verts, au niveau européen, nous avons réalisés pour l'Europe, mais aussi ceux réalisés par l'ADEME, par exemple, pour la France, eh bien, on a besoin de sobriété. On a besoin de mettre fin à cette gabegie énergétique. Mais vous croyez quand même à la croissance, au progrès, ce qui n'est pas toujours évident chez les écologistes, où certains plaident ouvertement pour la décroissance et disent le progrès, c'est une vieille lune. Mais moi, bien sûr, je crois au progrès. Je crois au progrès technologique aussi. Je crois au progrès humain, social, économique et environnemental. Et je vais vous dire, c'est surtout de celui-là dont on a absolument besoin. On a besoin de réparer ce que nous avons détruit parce que ça conditionne notre capacité à vivre sur cette planète. Vous me parlez de décroissance. Il y a des choses qui vont devoir décroître. Hein. Les énergies fossiles, en premier lieu. On a besoin de sortir définitivement des énergies fossiles. Je souhaite aussi qu'on sorte du plastique, en particulier des microplastiques. Je veux qu'on sorte des polluants éternels, des produits chimiques et toxiques qu'on a répandus partout. Tout ça, ça doit décroître. Et par contre, il y a des choses qui doivent croître. Il y a des choses qui doivent croître. La production de textiles sur le territoire européen, ben celle-là, elle doit croître. On a perdu 50% de notre population, de nos emplois dans le textile ces dernières années. Nos médicaments, 60 à 80% des substances actives viennent de Chine et d'Inde. Vous dites que c'est réaliste. L'horizon 2040, est-ce qu'aujourd'hui... Mais il faut le faire. Vous savez, ce qui n'est pas réaliste, c'est d'attendre. C'est de repousser toujours et encore plus. Vous savez ce que donne l'ADEME comme coût? Je suis d'accord avec ça, mais juste, j'ajoute un élément à ma question. Je suis parfaitement d'accord, on n'a pas les moyens d'attendre. On voit bien, on n'est pas complètement idiot, qu'on soit écologiste ou pas. Eh ben, tout ce qu'on fait aujourd'hui nous coûte moins cher que ce qu'on fera demain. Oui, mais attendez, il faut électrifier le parc automobile, il faut électrifier les usages industriels, électrifier les usages du quotidien, Madame Toussaint. Il faudrait couvrir la France d'éoliennes. Oui. Est-ce que dans la période... Non, ça c'est faux. Non, vous m'avez fait dire 3 fois oui, mais je ne me suis pas laissé prendre. Vous avez compris ce que je voulais dire. Je comprends ce que vous voulez dire, mais ce n'est pas vrai. Il en faut beaucoup. Mais ce n'est pas vrai. On a déjà investi 200 milliards, on a une énergie intermittente. Est-ce que vous pourriez admettre que le temps d'arriver à stocker l'énergie intermittente des éoliennes, le nucléaire nous sauve? Mais... Alors, je ne l'admets pas, mais vous savez pourquoi je ne l'admets pas? Parce qu'il y a des études qui montrent le contraire. Il y a des études c'est votre avis que je demande, pas celui des études. Mais moi, j'essaye de me baser quand même un tant soit peu sur les données qui sont les miennes, de la même manière que vous avez été chercher des données que vous estimez solides pour me les présenter et m'y confronter. Et bien donc, je fais la même chose. Je vous dis, on a plusieurs études. Dit le scénario Clever, par exemple, au niveau européen, l'étude LUT que nous avons commandée d'une université européenne, qui nous montre que nous pouvons aller vers le 100% renouvelable en 2040. Et encore une fois, c'est l'objectif que nous devons viser. Même les Allemands admettent que ce ne sera pas le cas. Mais attendez, on vient de découvrir... Ils disent ce qu'ils disent. Monsieur Macron aussi, il dit que ce ne sera pas possible. Sauf qu'on ne pourra pas
aller et partir sans les Allemands. On vient de découvrir que les Allemands ont menti sur le nucléaire, que vos amis écologistes ont menti sur le nucléaire, sur des rapports qu'ils ont cachés un certain nombre de données. Mais moi je regrette et je me bats contre tous les rapports cachés. C'est d'ailleurs ce que je ne cesse de dire à Emmanuel Macron quand il cache des rapports sur le glyphosate, sur les nouveaux OGM ou sur sa connaissance des fraudes de Nestlé sur l'eau en bouteille. Ce n'est pas le cas de tous ceux qui prennent la parole sur ce terrain. Dans votre programme aussi, parce qu'il faut qu'on avance, vous êtes favorable, ça on l'a compris, à plus d'Europe et vous voulez la création d'une couverture santé universelle. Exactement. Un Airbus, vous appelez ça comme ça, du médicament, une coopération industrielle européenne. Juste aux téléspectateurs qui nous regardent et qui va à la pharmacie régulièrement et qui est confronté chaque jour, de plus en plus, à des pénuries de médicaments, régulièrement, à des produits très courants. Oui. Est-ce que ce que vous proposez permettrait de résoudre cette question plus que sensible des pénuries de médicaments aujourd'hui en France et en Europe, mais plus particulièrement en France? C'est l'objectif. Et je veux vous dire, les écologistes, nous sommes les seuls à mettre la question de la santé au cœur de notre programme, au cœur de nos combats, et nous voulons placer la santé au cœur des politiques menées par l'Union européenne. Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire la prévention, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, et ça veut dire effectivement cet accès aux médicaments, vous l'avez mentionné. Pendant la crise sanitaire, on a cherché des masques, on a cherché du Doliprane, et aujourd'hui on a des parents qui courent de pharmacie en pharmacie pour trouver de l'amoxicilline pour leurs enfants. Ou de l'augmentin, ou effectivement. Cela doit cesser. On importe 60 à 80% de nos substances et principes actifs de Chine et d'Inde, et donc on doit relocaliser notre production. Et donc ça veut dire deux choses. Nous demandons un service public européen du médicament pour produire les médicaments génériques et essentiels dont nous avons besoin. Et puis cet Airbus, cette coopération industrielle dont vous avez parlé, pour tout le reste, pour les principes et substances actives. Mais quitte à obliger les laboratoires aujourd'hui à fabriquer ce dont ont besoin aujourd'hui, parce que bien sûr, on voit bien. C'est un enjeu de prix. C'est si on est allé en Chine. C'est aussi un enjeu de prix. Il faut faire attention parce que c'est aussi un enjeu de prix. Moi, je crois que c'est d'abord un enjeu politique. Est-ce que, ce que je disais tout à l'heure, on est dans le laisser-faire économique, le libéralisme le plus naïf, ou est-ce qu'au contraire, on se reprend en main? Est-ce qu'on se décide à faire en sorte de pouvoir produire en Europe ce dont l'Europe a besoin? Sur la question des médicaments, on voit bien qu'on ne peut pas laisser les firmes pharmaceutiques faire ce qu'elles veulent parce qu'elles ne répondent pas aux besoins. Et donc, partant de là, je demande un Airbus européen et un service public européen pour tout ce qui est des médicaments génériques et essentiels. Sur l'idée de relocalisation, parfaitement d'accord, mais la conséquence... Vous êtes souvent d'accord avec moi, ça m'inquiète. Oui, ça doit vous inquiéter. La relocalisation, en effet, ça induit le principe que les prix vont augmenter. Si on est allé en Chine... Non, pas nécessairement. Mais je termine. Si on est allé en Chine, c'est... D'abord parce que le prix du médicament en France, il est subventionné, remboursé par la sécurité sociale, et que ça fait les affaires de la sécurité sociale qu'on vende et qu'on achète d'abord et qu'on vende ensuite les médicaments à petit prix. C'est aussi du fait d'un dumping fiscal, d'une politique commerciale agressive de la part de la Chine contre laquelle nous devons nous positionner. Vous les ramenez en France, les coûts de production augmentent mécaniquement. Alors, entre le choix économique et puis le choix de souveraineté, je ne sais pas où vous vous situez, vous. On ne peut pas avoir les deux. Si on ramène en France, ce sera plus cher. Et qui va payer? Et qui va payer à la fin? Le trou de la sécurité sociale, les citoyens. Alors c'est une question générale. Moi je vais vous dire, avec la souveraineté écologique, c'est-à-dire à la fois de la sobriété et de la production en Europe, il y a des coûts qui vont effectivement augmenter, il y a des coûts qui vont baisser. La question c'est quelle société on veut. La question c'est quelle société on veut. Et moi je suis convaincue que nos concitoyennes et nos concitoyens préfèrent pouvoir avoir accès aux médicaments dont ils ont besoin, et les coûts peuvent être effectivement pris en charge par la sécurité sociale, et par ailleurs impulsé aussi par des politiques d'investissement massifs de la part de l'Union européenne. Cela, je le défends. C'est pour ça que je me bats contre la politique d'austérité de l'Union européenne, parce qu'elle nous empêche de produire ici ce dont nous avons besoin dans le respect des limites de la planète, du dérèglement climatique, de la biodiversité, etc. Donc voilà, il faut faire ce choix-là. Moi, j'y crois. Mais je sais aussi qu'il y a un certain nombre de biens qui seront moins chers pour la population avec la souveraineté écologique. Et là, les médocs, c'est un produit de souveraineté de base. Il y a 2-3 souverainetés qui sont non négociables. Exactement. Vous connaissez le principe, hein. On peut choisir ses dépendances et il faut les choisir. Il y en a 3 à mon avis, qu'on ne peut pas sous-traiter. C'est l'alimentation, c'est l'énergie, c'est la santé. Donc là-dessus, on choisit quand même de produire plus cher. Il faut accepter de dire que cette idée de souveraineté, elle comporte aussi une contrepartie. Je suis ravie des trois secteurs que vous venez de prendre, et je peux dire que je partage ça. Vous devez vous inquiéter, en effet.
Oui, vous savez, vous partagez beaucoup d'idées. Non, mais ce que soulève Pascal, c'est vrai, c'est la question de, finalement, la fin du monde versus la fin du mois. C'est-à-dire que la préoccupation écologique aujourd'hui est dans la tête de beaucoup de Français, de concitoyens, mais qui sont confrontés aussi à une inflation grandissante et à des salaires qui, peut-être, ne suivent pas. Il faut lutter. C'est pour ça que je dis qu'il y a des choses qui seront moins chères avec une souveraineté écologique. Et on peut prendre l'exemple de l'alimentation. Après, j'en prendrai une autre et je vous parlerai d'une proposition que je formule justement pour que fin du monde et fin du mois aillent ensemble. Mais sur la question de l'alimentation, on subventionne notre production agricole. On envoie des choses à l'extérieur, ces accords de libre-échange, etc. On fait revenir de l'alimentation, on fait venir tout court d'ailleurs du soja qui a été planté avec de la déforestation en Amazonie, des pesticides partout. Ça porte atteinte à la santé. Ça a un coût massif sur le service public de la santé. Moi, ce que je veux, c'est qu'on réduise les coûts du service public de santé par cette politique de prévention, en réduisant les pesticides, les produits chimiques et toxiques qui nous rendent malades et qu'on puisse récupérer ces externalités négatives. Ça permettra de jouer par ailleurs sur l'accès au prix aux médicaments. Je ne sais pas où ça arrive à la fin, je vais être honnête, je ne sais pas si c'est un peu plus, un peu moins. Je pense qu'on est dans les grandes eaux à peu près au même endroit si on prend tout en compte. Et puis, il faut faire rimer justice sociale et justice environnementale. D'abord parce que les plus modestes sont toujours les premières victimes du dérèglement climatique, de la pollution de l'air, de la malbouffe, mais aussi parce qu'on peut le faire. Et si on peut le faire, on doit le faire. Moi, je propose de baisser la TVA sur les produits qui sont bons pour la planète, faits en Europe, qui créent de l'emploi et bons pour la santé. Je vous prends l'exemple des couches. Aujourd'hui, le budget mensuel d'une famille pour des couches, c'est environ 50 € avec des couches de moyenne basse gamme. C'est 15 à 20 € de plus si on prend des couches faites en Europe et sans produits toxiques, garanties sans produits toxiques. Ça doit changer. Donc vous établissez une liste baisser la TVA sur lequel vous proposez de baisser la TVA. Les produits bons pour la santé, les produits issus de la réparation, du recyclage, de l'économie circulaire, les produits qui créent de l'emploi en Europe, tout ça, on doit pouvoir le faire. Ça se fait que à l'échelle européenne, et donc c'est l'une des propositions phares que je porte pour ces élections. Il faut fiscaliser tout ce qui vient de l'extérieur. Alors, ça a des avantages, vous avez raison. Bien sûr, c'est le protectionnisme vert. Mais ça a aussi des inconvénients, c'est que ça finit quand même par rentrer d'une façon ou d'une autre, parce qu'on n'aurait pas la capacité de tout produire. Et ça, à chaque fois que vous montez les droits de douane, Biden l'a bien compris aux États-Unis. Exactement. Vous faites monter les prix. Oui. Vous produisez de l'inflation. Mais on a besoin d'un protectionnisme vert qui doit permettre aussi, je n'ai eu de cesse de le dire, de créer de l'emploi et donc de faire en sorte qu'on ait moins de personnes en situation de précarité qui font face à l'inflation avec des salaires qui sont des salaires décents. Et on doit aussi faire de la lutte contre la pauvreté le projet, la boussole, la colonne vertébrale de l'Union européenne. Vous savez, cet aspect-là, ça a été ignoré pendant des décennies par l'Union européenne. On a eu des inégalités qui ont stagné pendant 20 ans, qui ont explosé à nouveau depuis la crise sanitaire. C'est insupportable. La pauvreté, la misère, c'est un choix politique. On peut se battre contre ça. Et pour ça, il faut faire en sorte qu'il y ait un minimum de dignité qui soit celui de tout un chacun. L'accès à l'eau, à l'énergie, à un logement, à une alimentation saine, et qu'ensuite on mette en place des tarifications progressives pour lutter contre le gaspillage et faire en sorte que les modèles économiques soient soutenables. Et on doit aussi mettre en place ce que j'appelle un droit de veto social, c'est-à-dire bloquer les législations qui porteraient atteinte aux conditions de vie des plus précaires. Marie Toussaint, juste projetons-nous. Nous sommes le 19 mai. Oui. Les élections sont dans 3 semaines. Dans 3 semaines, précisément. Oui. Quid de la suite le soir du 9 juin, le 10 juin, est-ce qu'avec un Rassemblement national qui, dans les intentions de vote, est à plus de 30%, une majorité présidentielle aux alentours de 15-16%, le président de la République devra-t-il tirer des conséquences de ce scrutin au niveau national, selon vous ? Écoutez, il pourra en tirer, mais moi, ce qui me préoccupe, c'est l'avenir de l'Europe. L'avenir de l'Europe qui conditionne aussi l'avenir de la France et en grande partie l'avenir de l'humanité. Pourquoi ? Parce que le 9 juin, vous avez mentionné le score du Rassemblement national en France. Mais le score de l'extrême droite est terrible au niveau européen. Ils sont déjà en responsabilité dans un nombre c'est en partie votre échec aussi. Vous le considérez comme ça Écoutez, moi je ne peux pas dire, en étant républicaine et en étant écologiste, que ce n'est pas un échec que de voir l'extrême droite grimper ainsi au pouvoir en Italie, plus récemment cette semaine aux Pays-Bas, en Finlande, en Suède, en Espagne, Hongrie. où ils sont tous aujourd'hui réunis également.
Voilà, alors il faut mettre fin à ça. Et qu'est-ce qui nous menace le soir du 9 juin ? Eh bien, c'est que l'Europe choisisse une coalition des droites sur fond de climato-scepticisme qui détruira toutes les législations de protection de la nature et de la santé, en plus de laisser la précarité exploser, en plus de s'en prendre aux droits humains et en particulier aux droits des femmes. Ça, c'est le pacte brun et c'est ce qui risque de se passer le 9 juin au soir. La seule manière d'empêcher ça, la seule manière d'empêcher la majorité politique actuelle de céder et de pactiser avec les extrêmes droites, c'est de mettre un bulletin vert dans l'urne. Et d'aller voter. L'alternative, c'est l'écologie. C'est l'accélération de la bifurcation écologique dans la justice sociale. C'est la santé, c'est la défense de la démocratie, des droits humains, c'est le pacte vert et donc c'est avec un bulletin écologiste.